et on a organisé ce qu'on appelle le commerce triangulaire, c'est-à-dire que les triangulaires Europe, Afrique et pour vous Amérique, les bateaux partaient de France, d'Angleterre, de Hollande, ils venaient en Afrique et on refilait des bêtises, des trucs. J'ai un mot belge pour ça, mais donc ici il ne passera pas. Peut-être aussi. Chez nous on appelle ça du brol, voilà, de la camelote, c'est le mot que je cherchais. Merci. On achetait quelques rois africains là-bas, ou chefs africains, et avec cette complicité, on a en fait arraché des millions de jeunes africains. Et évidemment, on ne prenait pas n'importe qui, on prenait les hommes jeunes en âge de travailler et les femmes en âge de faire des enfants. Donc on a vraiment arraché les forces vives de l'Afrique pour les amener en Amérique latine. Et ça se passait dans des conditions absolument épouvantables. C'était vraiment du bétail, évidemment. Et donc, on les utilisait, oui, on les exploitait dans les mines de l'Amérique latine. Après, les mêmes esclaves ont servi aux plantations de sucre, de céréales, et puis aux États-Unis pour le coton. Et ces marchandises produites en Amérique, d'abord du Sud, puis Amérique du Nord, les bateaux du commerce triangulaire repartaient avec les richesses produites par les esclaves et les vendaient en Europe. Donc, sur les 3 trajets du commerce triangulaire, on gagnait énormément. C'était un trafic donc, qui est à l'origine de nombreuses fortunes. Et quand vous regardez dans des villes comme sur la France, Nantes ou La Rochelle, ou à Londres, ou à Amsterdam, vous avez des grandes familles commerçantes et industrielles, y compris encore parmi les plus grandes familles de la richesse en France maintenant, qui ont commencé leur fortune en trafiquant des esclaves. Il y a du sang derrière toutes ces fortunes, sans parler des États-Unis et de l'Asie. Et donc, cette richesse qui a permis l'accumulation primitive d'un capital et le décollage du capitalisme en Europe est basée sur ces crimes envers les Indiens et envers les Noirs. Ça, c'est pour la première partie de l'explication pourquoi ils sont si pauvres. Et avec le temps, l'Amérique latine, on a mis fin à l'esclavage, mais très difficilement. La Révolution française, y compris ceux qui se proclamaient les grands progressistes de l'avenir de l'humanité, ils ont discuté s'il fallait maintenir ou non l'esclavagisme, et ils ont dit qu'il faut le maintenir, sinon l'économie française est foutue. Donc, ça a joué un rôle vraiment fondamental. Mais, à la période, les colonies d'Amérique latine ont acquis leur indépendance formelle contre l'Espagne et contre le Portugal, devenu trop faible pour défendre les colonies, vers 1820-1830. Et les États-Unis guettaient pour prendre la place, mais pas avec le même système d'occupation directe, avec le système de contrôle indirect. En fait, c'est les États-Unis qui ont inventé le néocolonialisme, qui ensuite s'est développé et a remplacé. Et donc, dans la période actuelle, la pauvreté de l'Amérique latine s'explique l'écart qui ne cesse de croître entre le nord et le sud. L'écart, il est dû à ce que j'ai appelé les 7 fléaux. Certains d'entre vous ont lu comme moi un livre admirable d'Eduardo Galeano qui s'appelle Les veines ouvertes de l'Amérique latine, où il expliquait il y a environ 40-45 ans comment les multinationales suçaient le sang de l'Amérique latine par toute une série de méthodes qui faisaient que les richesses partaient et la pauvreté restait. Et en fait, bon, il fallait actualiser cette analyse, donc c'est ce que j'ai fait dans le chapitre Les 7 fléaux de l'Amérique latine. Et je vais être très bref, mais ça vaudrait la peine de le creuser. C'est très important de comprendre les causes de la pauvreté. Les 7 fléaux sont 1. Le pillage des matières premières. Ça concerne évidemment le pétrole au Venezuela, le gaz en Bolivie, mais aussi des matières premières plus modernes, à savoir l'eau.
et la biodiversité. Tout le monde se rue maintenant sur l'Amazonie et la biodiversité pour ce qu'on peut en faire en biologie, en chimie, pour toute une série de matières. Et donc, on écrase, on massacre les Indiens pour s'emparer du trésor naturel qu'eux ont préservé. Il y a des choses incroyables, par exemple. Les Indiens ont travaillé des plantes, élaboré des médicaments, élaboré toutes sortes de choses à partir des plantes-là, avec un savoir millénaire. N'importe quel commercial des États-Unis peut s'amener, il prend 2-3 plantes dans un sac à dos, il les ramène, il prend un brevet aux États-Unis, il dit c'est à moi et plus personne ne peut les utiliser. Donc c'est vraiment le pillage des matières premières. Un deuxième fléau de l'Amérique latine, c'est l'assassinat de l'agriculture. Au Venezuela, il ne reste même pas 10% de gens qui cultivent la terre. Dans certains pays, c'est un peu plus, mais c'est en chute libre et on remplace systématiquement les produits agricoles de l'Amérique latine par les produits importés venant essentiellement des États-Unis. Au Mexique, par exemple, grâce aux traités inégaux qui ont été imposés, quand vous consommez une tortilla, qui est la crêpe nationale, et c'est plus du maïs mexicain, c'est du maïs qui vient des États-Unis, subventionné, vendu à des prix à perte, et qui ont éliminé tous les paysans mexicains. Et on peut prendre toute une série d'autres exemples dans l'ensemble de l'Amérique latine. Donc, il y a de moins en moins de paysans, il n'y a plus moyen de vivre de la terre, d'autant plus que les meilleures terres, les réserves d'eau, sont volées par les multinationales. Bien. Et quand vous êtes un paysan et que vous n'avez plus moyen de cultiver votre terre parce qu'on ne vous laisse pas, vous ne pouvez pas vendre à perte ce que vous produisez, où est-ce que vous allez? En ville. Mais en ville, il n'y a pas de travail. Les usines qui avaient un petit peu dans les années 70 ont été fermées par les multinationales européennes. Donc il n'y a pas de travail. Donc qu'est-ce que vous faites? Le travail au noir et la petite délinquance, il n'y a pas d'issue. Donc on crée doublement un problème pour ces pays. Un troisième fléau, c'est la surexploitation de la main-d'œuvre. Les États-Unis, dans les années 70-80, les multinationales du textile, Levi's, Gap, tout ça, avaient un grand problème parce que la concurrence faisait rage avec les multinationales d'Europe qui produisaient le même genre de vêtements, et qui allait gagner? C'est celui qui avait le moindre coût. Donc qu'est-ce que les États-Unis ont fait? Les multinationales ont dit, bon, ferme nos usines ici, et on va les installer au Mexique, pour des salaires qui sont 10% des salaires que nous on payait avant. Et évidemment, c'est d'autant plus respecté que dans ces usines-là, c'est essentiellement des femmes, pas de droit au syndicat, une répression, vraiment un terreur par rapport aux femmes particulièrement. Et donc, c'est devenu ce qu'on a appelé ensuite la délocalisation. Et évidemment, les Européens ont fait de même en Turquie et en Asie. Et donc, on a une surexploitation de la main-d'œuvre. Mais on va dire, bon, c'est peut-être intéressant, au moins ça donne du travail à ces gens. Pas du tout. Parce que comme on a écrasé et éliminé la paysannerie, et qu'on impose à ces gens de travailler pour quasi rien, c'est pas intéressant parce que vous ne pouvez pas développer une économie locale. Si ces gens n'ont rien à dépenser, ils ne vont pas acheter aux paysans qui restent, ils ne vont pas acheter aux petites industries locales, ils vont juste survivre. Et donc ça contribue au blocage et à la stagnation des économies locales sur le marché intérieur. Un quatrième fléau de l'Amérique latine, c'est le fait qu'elles étaient, avant Chavez, mais encore dans certains pays, ça reste le Pérou, le Chili, etc., ça reste très fort, elles sont dirigées par ce qu'on appelle des bourgeoisies compradores, c'est-à-dire des bourgeoisies qui tirent leur richesse de faire du fric avec l'étranger, qui servent en fait d'agents commerciaux pour exporter les richesses le moins cher possible vers les puissances des États-Unis ou d'Europe et importer les produits qu'on va déverser. Donc ces bourgeoisies, en fait, se prostituent et vendent leur pays à l'étranger. Et donc, elles détruisent l'économie de leur pays. Un cinquième fléau de l'Amérique latine, c'est la dette. C'est-à-dire qu'on leur a envoyé la Banque mondiale et le FMI avec des experts comme John Perkins et d'autres. On leur a fait acheter des aéroports, des autoroutes, des ports, des prisons, bien entendu, des armes pour la police et l'armée, bien entendu tout ce qu'il fallait aussi pour la poche du dictateur.
Et quand ces pays se sont retrouvés endettés, la Banque mondiale et la FMI ont dit c'est pas grave, on va continuer à vous prêter, mais évidemment il faudrait nous céder telle ou telle usine, il faudrait supprimer vos tarifs de douane qui empêchent nos produits d'être déversés, il faudrait nous permettre de racheter vos entreprises intéressantes, on va vous développer. Mon œil. En laissant les multinationales entrer dans ces pays, en réalité, elles détruisent l'économie locale. Au Venezuela, on l'a vu, il y avait plein d'usines dans les années 70, enfin, il y en avait dans les années 70, elles ont quasi toutes fermé, parce que comme on ne développait pas la production locale, comme les gens n'avaient pas de quoi acheter, à qui elles auraient vendu. Un sixième, je crois, fléau de l'Amérique latine, c'est le vol des cerveaux. On vole les scientifiques, les médecins, les techniciens de haut niveau, en Afrique aussi. Quand vous allez voir dans un hôpital à Londres qui est médecin, c'est tous des blacks, des Indiens, même d'Afrique et d'Amérique latine, vous avez des grands experts, des grands spécialistes qui ont été formés. Ça veut dire qu'ils ont été formés au coût du pays local qui a investi dans leur éducation, et quand ils partent, on leur dit tu vas gagner 10 fois plus chez nous, et c'est terminé, alors que c'est là qu'ils devraient être les scientifiques, les techniciens et les grands médecins. Et le septième et dernier grand fléau, c'est les privatisations qui, en application de la dette, ont permis aux multinationales de rappeler les bons morceaux des économies locales. Donc, ces 7 fléaux, le pillage des matières premières, l'assassinat de l'agriculture, le pillage de la main-d'œuvre, les bourgeoisies compradors, la dette, le vol des cerveaux et les privatisations, ces 7 fléaux, ensemble, ont étranglé l'Amérique latine, l'Afrique et beaucoup de pays du Sud, qu'on appelait avant les colonies, qu'on a ensuite appelé les pays en voie de développement, alors qu'on faisait tout pour bloquer leur développement, qu'on appelle maintenant le Sud. Et ces 7 fléaux, c'est un mécanisme extrêmement important à comprendre et à pouvoir expliquer. Dans nos pays au Nord, les gens ne sont pas du tout au courant de ça. Ils disent les Africains sont pauvres, c'est triste, on va les aider. Mais non, ils n'ont pas besoin de votre aide. Ils ont juste besoin qu'on les laisse faire leur truc eux-mêmes, se développer et qu'on cesse de prétendre faire leur bien, leur envoyer de l'aide qui est juste pour les embêter ou leur donner des recettes qui ne sont pas bonnes et ils sont très très bien capables. Dans l'histoire de l'humanité, il y a eu une économie africaine très développée quand l'Europe c'était encore rien du tout. Donc il y a évidemment toutes sortes de préjugés racistes autour de ça, comme quoi l'Europe c'est le modèle du monde et que tout le monde doit l'imiter. Mais ça fait partie de la mentalité coloniale qui va avec. Bien. Je ne vais pas trop développer là maintenant, mais un point que je mentionne rapidement qui est très important aussi, ce sont les crimes des multinationales pétrolières. Au Venezuela, c'est ça la grande richesse. Et les multinationales pétrolières, je consacrerai 2 chapitres du bouquin parce que leur histoire est très peu connue. Et il faut savoir que les multinationales pétrolières, dans l'histoire, ont commis des crimes, provoqué des guerres, assassiné des présidents, fomenté des coups d'État. Pas seulement Mossadegh en Iran, il y en a plein, il y a une très longue liste qui est beaucoup moins connue. Il faut savoir que les multinationales pétrolières ont collaboré avec Hitler et ont permis à Hitler de faire la guerre contre l'Union soviétique. Je parle de Standard Oil qui est devenu Exxon. Je parle aussi des multinationales non pétrolières qui sont Ford, General Motors et les banques et la famille Bush qui ont collaboré avec Hitler, 1 pour massacrer l'Union soviétique, 2 pour se faire énormément de fric même quand on attaquait l'Angleterre et la France. Donc ça, il serait temps d'avoir un jour quelqu'un qui écrit un livre sur l'ensemble des crimes des multinationales pétrolières. Et ce qui est intéressant au Venezuela, c'est que je l'ai dit, le pétrole coulait à flot. Mais tenez-vous bien, alors que théoriquement, la société qui exploitait le pétrole était nationalisée depuis le début des années, dans les années 60, début des années 70, théoriquement, donc, le pétrole, ça dépendait de PDVSA, Société anonyme des pétroles du Venezuela. En réalité, c'est l'élite vénézuélienne qui l'a contrôlé complètement. Et tenez-vous bien, en 18 ans, elle n'a jamais versé $1 de bénéfice à l'État vénézuélien. Okay? $1. Tout l'argent filait, évidemment. On l'investissait dans des réseaux de distribution aux États-Unis et partout ailleurs. C'est une technique classique des multinationales. Quand on ne veut pas payer d'impôts, on fait des pertes et on met les bénéfices là où il n'y a pas d'impôts. Et surtout, évidemment, avec toute la corruption, l'argent partait en chemin. Et voilà. Donc, vous avez
l'explication des techniques qui permettaient d'avoir des super richards qui jouaient au golf à Caracas pendant qu'on crevait de faim à 1 kilomètre de leur palais. Chavez arrive et son programme est relativement simple et au point de départ il a beaucoup d'illusions. Il croyait en Tony Blair, il croyait entre la troisième voie et le capitalisme et le socialisme. Il s'était beaucoup formé, il avait lu plein de trucs, mais il était très, on va dire, un débutant en politique. Pas du tout un politicien professionnel. Il a beaucoup de chance d'arriver au pouvoir d'ailleurs. La raison pour laquelle ça se passe, c'est que tous les autres partis se sont complètement discrédités. Il y avait au Venezuela 2 partis, un chrétien et un autre, qui s'échangeaient le pouvoir, 4 ans l'un, 4 ans l'autre, qui mettaient tout dans les poches, c'était absolument rien pour la population. Quand le pétrole se vendait beaucoup et que le prix était élevé, on redistribuait un peu pour calmer les gens. Et puis quand il y a eu des pressions sur le prix du pétrole et la crise, les gens sont tombés en famine et les partis vénézuéliens ont perdu leur toute crédibilité absolument en 89 lorsqu'est survenu le Caracazo. Est-ce que quelqu'un a entendu parler de ça dans les médias français ou ailleurs? Non. 89. Vous savez tout ce qui s'est passé en 89, on nous a parlé. En Roumanie, il y a un charnier, il y a 4000 victimes, puis c'est vrai, c'est une invention. Ben, il y avait un vrai charnier, mais à Caracas. Et ça, vous n'en avez jamais entendu parler. Parce qu'à Caracas, quand l'économie, à cause de tous les mécanismes que je viens de dire, s'écroule, le FMI arrive et dit au président, qui est un président socialiste, Carlos Andrés Pérez, il leur dit « Ah, il faut tripler le prix de l'essence, il faut diminuer les aides à la population, ceci, cela, comme ça vous allez vous en sortir. » Résultat, du jour au lendemain, les gens qui prennent le bus pour aller travailler à Caracas, c'est 3 fois plus cher. Et on est à la fin du mois, donc ils n'ont plus rien. C'est pas possible. Ok, on retourne les bus, on bloque les autoroutes, on commence à aller se servir dans les magasins, mais pas dans un esprit de pillard individuel. Hein. Les gens, ils attaquent les magasins, ils se servent à manger. S'il y a quelqu'un qui est dans son appart qui ne peut pas sortir parce qu'il est sur une chaise ou je sais pas, ou c'est pas très vite, ok, on lui donne aussi. Vous voyez, donc c'est vraiment une émeute solidaire, on va dire. Mais évidemment, le président, tout socialiste qu'il est, ne l'entend pas de la sorte. Et après 2 jours, on commence à tirer sur la population. La police va dans les quartiers, on tire dans les immeubles. Il y a des bébés qui sont tués dans leur berceau. Président socialiste, s'il vous plaît. Ça, c'est en fait les émeutes du FMI. Et évidemment, on enterre vite les cadavres, mais après, il y a quand même des enquêtes et des autopsies. On estime qu'il y a entre 2000 et 3000 victimes. Vraiment, là. Victimes du FMI. Et de ces victimes-là, ce n'est pas les bonnes victimes, on n'entendrait jamais parler. Les autres, oui. Donc, évidemment, tous les partis politiques, à ce moment-là, les Vénézuéliens n'y croient plus. Et quand Chavez arrive et qui dit, moi je vais... il se présente, en fait, il a essayé de faire un coup d'État. Il a essayé de faire un coup d'État militaire, ils étaient dégoûtés par la bureaucratie, la corruption et le mépris de la population, et donc il a fait un coup d'État avec des officiers de gauche, on va dire, et il y a eu une trahison, donc le coup a échoué. Chavez est arrêté, mais avant de s'arrêter, il négocie et il dit bon, je vais donner l'ordre à tous mes collègues dans les autres villes d'arrêter, on se rend, donc il n'y aura pas d'effusion de sang, mais je vais pouvoir le dire moi-même à la télévision. Ok, il va à la télévision, et les autres font une grande connerie, parce que à la télévision, il dit pour ahora, pour l'instant, nous n'avons pas pu gagner. Je demande qu'on cesse l'insurrection, que chacun retourne se rendre. Et quand il dit ça, et alors il dit aussi une phrase magnifique, j'assume toute la responsabilité de ce qui est arrivé. Et ça frappe les Vénézuéliens parce qu'ils sont habitués que c'est jamais la faute du type, c'est toujours un autre, quand tout le monde sort son parapluie, et il dit, 1, c'est ma faute, 2, c'est pas fini. Et donc là, les Vénézuéliens se disent, il y a un espoir, et quand ils se présentent aux élections, ils gagnent. Il n'y a pas de parti, il n'est pas très connu, enfin oui, il est connu, mais il n'a pas de réseau, il n'a pas de système, et il gagne. Et au début, il est complètement freiné et saboté par l'État, l'appareil d'État évidemment, les anciens bureaucrates et corrompus qui n'ont aucune envie que ça change. Et donc, au début, il essaie déjà de faire des choses pour l'éducation et la santé, mais ça n'avance pas. Et en fait,
les choses vont s'accélérer beaucoup en 2002 après le coup d'État. Et pourquoi il y a un coup d'État? Parce qu'au moment du 11 septembre d'Afghanistan, Chavez est, je crois, un des seuls présidents au monde à dire Bush, t'as pas le droit, l'Afghanistan, c'est pas chez toi, je suis contre l'invasion. Ce jour-là, évidemment, il a signé son arrêtement, je vais dire, et donc, en avril 2002, il ramasse un coup d'État. Avec une manipulation médiatique extraordinaire, c'est-à-dire que l'opposition a fait chauffer la pression, il y a des généraux qui ont dit c'est pas possible, c'est pas démocratique, c'est la dictature, il y a des manifestations, il y a des syndicats complètement corrompus et pourris qui manifestent contre lui, et il y a une grosse manif qui va vers le palais, les chavistes sont au palais et disent on ne passerait pas, il ne passe pas d'incident, et tout d'un coup, on entend des coups de feu, il y a des morts, et en fait il y a des morts des deux côtés, dans la manif de l'opposition et dans la manif des pro-chavistes. Et alors les médias du monde entier vont dire ça y est, Chavez a fait tirer sur les manifestants de l'opposition. En réalité, il y a des morts des deux côtés. Je suis allé sur place visiter les lieux, et au moment où les coups de feu ont lieu, il y a 1,5 km entre les deux cortèges, et il y a des bâtiments entre les deux. Donc il est impossible que ce soit un cortège qui tue l'autre, c'est seulement d'en haut les snipers. Et je dis ça parce que c'est une technique qui a déjà été utilisée dans d'autres cas et va être utilisée. Les snipers de la CIA, qui vont réussir à s'échapper bien entendu, tirent des deux côtés pour provoquer l'escalade, ce qu'on appelle la stratégie d'attention. Directement, Chavez dit à la télévision, c'est pas moi qui ai ordonné ça, on lui coupe le micro, et il y a une proclamation enregistrée la veille par des généraux putschistes qui disent Chavez fait tirer sur la population, comment il le savait la veille, et donc nous prenons le pouvoir pour arrêter le bain de sang. Coup d'État, occupation du palais, blocage de l'information, et là c'est très très intéressant parce que qui va sauver Chavez? C'est les gens, c'est la population. Chavez il est emmené sur une île, il se rend parce qu'il veut éviter le bain de sang, il téléphone à Castro qui lui dit n'abandonne pas le combat, ne démissionne pas, et les putschistes disent Chavez a démissionné, mais sa fille parvient à faire passer un message à CNN en disant mon père n'a pas démissionné, donc l'info circule. Et alors, évidemment, la télévision locale ferme tous les émetteurs publics, et la télé privée qui est archi-dominante diffuse Chavez a démissionné, et après ça on diffuse du foot, des dessins animés et des chansons bien entendu que les gens restent calmes. Et ce qui se passe va être très intéressant. J'ai dit hier, je dis toujours, nous sommes tous des journalistes. Écoutez bien comment les Vénézuéliens l'ont compris. Il n'y a pas d'infos, les télés et les radios sont fermées, ok, il y a des motards qui vont dans tous les quartiers en disant Chavez n'a pas démissionné, venez au palais. Et puis il y a déjà les portables à ce moment-là, donc les messages commencent à circuler. Et à ce moment-là commence à défiler, à descendre de tous les quartiers populaires, la population, et surtout les femmes, il faut le dire, et ils se massent en dizaines de milliers autour du palais. Et on voit ces images dans un très beau film irlandais qui a été tourné sur le journaliste qui sont là sur place par hasard. Et donc on voit des madres des barrios, des mères de famille qui secouent les soldats là aux portes en disant on a un président, on a une constitution, qui va faire ça, etc. Et on voit très bien que les soldats y réfléchissent et que le message passe. Et donc les Vénézuéliens vous racontent avec fierté qu'ils ont eu le coup d'État le plus bref de l'histoire, qui a duré 47 heures. Et c'est la force des gens, c'est la force de la population qui a permis cette victoire ultra rapide. Et ça c'est important parce qu'après il va encore y avoir un deuxième coup d'État mais sous une autre forme, c'est-à-dire un sabotage de l'industrie pétrolière, bien entendu présenté par Le Monde ou l'I-Monde ou Libération ou ce genre de médias comme la grève des travailleurs qui n'aiment pas Chavez, alors qu'en réalité c'est un lockout patronal des cadres et des dirigeants de l'industrie pétrolière qui n'avaient pas encore été remplacés et qui sabotent pour plonger le pays dans le chaos, comme le Chili en 1973, et que les ménagères n'ont plus de gaz pour chauffer, et tout ça, la panique, quoi. Mais la population résiste, les gens disent bon, on va manger froid, et on a aussi saboté toute l'informatique, donc on fait venir des gens pour essayer, parce que l'industrie pétrolière était déjà complètement informatisée, bien entendu, donc pendant quelques semaines, là, ils s'acharnent pour tout reconstituer, et on remobilise la population, et ce deuxième coup d'État échoue. Donc vous voyez là
une idée très importante de cette révolution, c'est que ce sont les masses qui ont sauvé Chavez, ce sont les masses qui ont empêché que l'élite reprenne le pouvoir, ce sont les masses qui ont mis les États-Unis en échec. Ça, c'est ultra important. La force, elle est en bas. Ça, c'est, à mes yeux, fondamental. Alors, au niveau du Venezuela, je ne vais pas maintenant vous dire que tout est rose, que c'est le paradis sur terre et que c'est un pays parfait, loin de là. Je vous encourage à y aller si vous en avez la possibilité. Il y a des échanges, des invitations et quelques moyens. Et en tout cas, tous ceux qui y vont, ils voient qu'il y a ce que j'ai décrit, il y a l'espoir, il y a l'initiative, il y a le fait que les gens ils sont très politisés, mais énormément. Vous allez dans la rue, vous avez plein de discussions avec des gens, pas ayant fait des études, etc., mais vraiment très politisés, très concernés. Et puis, le versant noir au Venezuela, c'est, vous vous en doutez, la bureaucratie, la corruption et un certain fatalisme qui empêche de changer les choses. Chavez, je l'ai rencontré plusieurs fois, et bon, c'était quelqu'un de vraiment admirable et très humain, très chaleureux, et qui écoutait énormément, donc moi, il me posait plein de questions, et il parlait, et jamais il disait je suis pressé, je suis ça, et avec tout le monde, hein, il parlait, c'était incroyable comme il était curieux et désirait l'apprendre. Et donc, il m'a dit une fois, mais il y a 60% des choses que j'ordonne qui ne sont pas réalisées. Hein, c'est une drôle d'image par rapport au dictateur Chavez. En fait, c'est la bureaucratie qui sabote énormément, et il y a plein de choses qui ne se font pas, soit parce que l'argent part dans des poches, soit parce qu'on dort sur les dossiers, etc. Et c'est un grand problème de transformer un pays et une économie avec un ancien appareil d'État qui n'est pas du tout au service de la population, et même aussi avec un nouvel appareil d'État qui, à cause de tous ces siècles et dizaines d'années de mentalité, quand on a une position, il faut en profiter, se remplissent les poches, et ça arrive malheureusement aussi avec des gens qui se disent chavistes et qui dorment sur leur dossier ou pire. Ça, c'est un très grand problème qui n'est pas résolu. Il ne faut pas pour ça jeter le Venezuela à la poubelle. Ce genre de problème dans un pays qui a été colonisé pendant des siècles, vous ne le résolvez pas en 10, ni peut-être même dans 20, 30 ou 40 ans. Et c'est une bataille, et la stratégie pour cette bataille, elle est très très importante. Comment vous pouvez y arriver? Je pense que la seule arme, c'est le contrôle d'en bas. Et Chavez s'est rendu compte de ça, comme il avait, je vous dis,